En fait, on se rend compte que c'est de plus en plus une commodité, le vélo. Il y a évidemment des différences majeures dans le design, il y a des différences majeures dans l'autonomie de la batterie, etc. Mais dans ces grandes lignes, les produits sont assez semblables. Je pense qu'au pic de l'ère trottinette en libre service Far West, je pense qu'il devait y avoir, dans Paris, il devait y avoir peut-être 40 000, 50 000 trottinettes. Et effectivement, il y a un pattern qui se dessine où l'Europe du Sud, y compris la France, a des taux d'incivilité, des taux de vandalisme et des taux de vol qui sont plus élevés. Quand un voleur qui arrive et qu'il a l'intention de voler un vélo, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive sur un parking vélo, va scanner tous les vélos et toutes les attaches, tous les locks, en fait, tous les cadenas, les U, etc. Et il va regarder ce qui est le plus facile à voler. Bonjour et bienvenue sur le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité afin qu'il me raconte son parcours et son actualité. Avec lui, je vous partage des histoires inspirantes et on décrypte l'actu du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line. Line regroupe des experts dans tous les domaines afin de vous aider à créer des services, produits, contenus et expériences plus pertinents et en phase avec les attentes de vos clients. Si vous avez un projet dans l'univers du vélo, je vous invite à me contacter via LinkedIn. Ben écoute, génial. Driss, bonjour. Driss Bonjour. Ibn Mansour, c'est tout bon? C'est ça, c'est Ok, tout bon. génial. Bon bah Tu Driss, prononces très bien. je suis ravi de te recevoir dans Roue Libre. Ravi de t'accueillir, donc bienvenue. Merci Antoine et merci de me recevoir. C'est un plaisir. Bon Driss, j'ai euh, j'ai été j'ai été surpris pour tout te dire. La genèse de pourquoi est-ce que j'ai voulu enfin te recevoir dans Roue Libre est venue d'un étonnement de constater que Moto, donc Ride Moto, qui est l'entreprise pour laquelle enfin, que tu as créée d'ailleurs, et ben j'ai eu la surprise de constater que c'était une entreprise française, tu vois. Et Ouais. euh, et parce que en fait c'est marrant parce que euh, en voyant les vélos, je me suis dit bon ça doit encore être un gros truc, tu vois, une grosse machine, une grosse boutique. Une grosse boîte allemande qui a levé des fonds ou des néerlandais, je ne sais pas. Et bah en fait, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que c'était une boîte française. Et donc je me suis dit, bah attends, genre est-ce que c'est un Français à la tête d'une boîte européenne ou non? Bah en fait, c'est un Français à la tête d'une boîte, enfin française quoi. Donc voilà, et j'ai été étonné et agréablement surpris. Je me suis dit, c'est cool. C'est très cool de voir que bah voilà il y a des boîtes comme ça qui se développent, qui existent et voilà et qui ont un rayonnement qui commence à être intéressant. Donc voilà il y a évidemment plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi sur évidemment comment est-ce qu'on crée une boîte comme ça, où est-ce que tu en es aujourd'hui, c'est quoi les challenges, enfin il y a mille trucs à dire et puis avec l'actualité d'aujourd'hui, avec aussi de la concurrence, enfin il y a plein de sujets qui vont nous permettre de, de, de parcourir ce podcast avec plein d'angles d'attaque. Et puis bah voilà, il y a sûrement plein d'autres sujets qu'on va être amené à aborder parce que j'aime bien prendre les petits trucs qui arrivent comme ça et voilà. Mais avant tout ça, j'ai une question, la fameuse question rituelle qui est comment est-ce que t'es tombé dans le vélo? Alors, juste pour rebondir rapidement avant de répondre à ta question Ouais. sur ton point d'avant, sur le fait qu'on soit une entreprise française. Alors, effectivement, on est une entreprise 100% française et implantée en France et qui est née en France, mais toute la conception du vélo, le design et la conception, hein, je dis pas la fabrication, Mm. est française. C'est-à-dire que notre designer industriel est français,
Les partenaires d'ingénierie de développement sont français, donc toute la chaîne en amont de la production, en amont de la fabrication, on pourra parler un peu plus tard de la supply chain, Hmm. est 100% française. Ok, Et excellent. inspirée, en tout cas pensée pour un usage aujourd'hui à Paris parce qu'on est à Paris et puis plus tard dans d'autres villes en France. Alors, pour répondre à ta question, du coup, si on revient au sujet sur comment est-ce que je suis tombé dans le vélo, euh, moi, je viens d'un angle, en tout cas, j'ai un chemin un peu différent de certains invités que tu as pu avoir sur le podcast, parce que moi, je viens plutôt de l'angle opérateur. Hmm. Moi, ce que j'aime dire, c'est que mon ADN, c'est un ADN d'opérateur de flotte et non pas un ADN de product, enfin d'industriel ou de manufactureur ou de marque. C'est vraiment l'aspect opérateur. Donc, Hmm. avant d'arriver sur moto, j'ai eu plusieurs expériences dans le monde de mobilité. Alors d'abord dans la mobilité plutôt type VTC, ride-sharing avec Uber pendant quelques années, où là j'avais un rôle de lanceur de marché en fait, de créer des marchés, d'ouvrir des marchés, de les opérer. Et ensuite je suis tombé dans la micro-mobilité via une expérience dans une entreprise qui s'appelle OFO. C'était en 2017, de Hmm. 2017 à 2019 plus ou moins. Alors OFO c'est une entreprise chinoise qui est en fait l'un des pionniers du vélo en libre service. Donc, ils ont inventé ce système qu'on appelle aujourd'hui le free floating, qui est un système de vélo en partage, Mais c'était les sans vélos verts, attache, non? sans borne. C'est ça? Alors, il y a eu il y a eu plein de concurrents. Les vélos D'accord. verts, c'était des concurrents, justement. Il y a eu des Ah, vélos pardon. verts, orange, gris, jaune. Nous, Ouais. c'était les vélos jaunes. Les jaunes. Oh, ok, Et, d'accord. euh, et en fait, je suis tombé là-dedans parce que enfin, j'ai été contacté par un des recruteurs chez eux et ils cherchaient quelqu'un pour diriger l'Europe du Sud. Donc, je les ai rejoints avec deux convictions. La première, c'était que en fait, le vélo prenait de plus en plus de place dans les villes européennes et qu'il y avait vraiment une carte à jouer avec une offre totalement, en fait, hyper flexible, hein, avec un paiement à la minute et la possibilité justement de résoudre ce problème du dernier kilomètre. Donc ça, c'était la première conviction. La deuxième, c'était le succès des entreprises en 2015-2016 en Chine, avec des taux d'adoption hallucinants, avec une croissance de flotte importante, etc. En revanche, je me suis vite rendu compte que, le modèle tel qu'il existait en Chine et qu'il avait été transposé en Europe ne fonctionnait pas pour plein de raisons. L'inadéquation du produit en lui-même, c'est-à-dire que le vélo en lui-même n'avait pas été pensé pour un usage intensif et un usage en sharing. C'est un vélo qui cassait énormément, qui n'était pas du tout intégré. Il y avait plein de pièces qui sortaient du vélo, qui étaient arrachées, détachées constamment. Hmm. Le cadre n'était pas suffisamment robuste. La corpulence en fait des Européens est plus importante que celle des Chinois. Donc il y avait un poids qui était exercé sur le cadre beaucoup plus important. Donc il y avait des soucis euh, de cadre qui cassaient carrément. Hmm. Et il y avait aussi un sujet de vandalisme, de vol, etc., qui était beaucoup plus important qu'en Asie, qu'en Chine. Donc ça combiné avec un peu l'approche ultra expansionniste entre guillemets de cette entreprise chinoise qui avait levé beaucoup de fonds et qui du coup avait acheté des vélos par centaines de milliers voire par millions et qui voulait donc déployer ces vélos dans les villes sans autorisation, sans vraiment étudier le marché, fait que en fait l'entreprise s'est plantée hein, à l'échelle européenne d'abord puis à l'échelle mondiale et c'est marrant parce il y a un truc que je compare souvent à Kodak, c'est qu'ils ont Hmm. pas ils ont pas pris le virage de l'électrique, en fait. En 2017-2018, en fait, l'électrique en fait, commençait à prendre de plus en plus de place et on s'est rendu compte que dans le sharing, en tout cas dans les vélos en libre service, ce qui plaît vraiment, ce qui permet vraiment aux gens de se déplacer facilement, c'est l'électrique. Et ces entreprises, hein, Ofo, mais il y a eu aussi Mobike, il y en a eu d'autres, Gobi Bike dont tu parlais, ont pas pris ce virage-là. Et il y a eu l'arrivée des trottinettes électriques aussi, à peu près en même temps. Donc moi, j'ai rejoint à ce moment-là, en 2019, une entreprise qui s'appelle Bird, qui est une boîte américaine, Hmm. qui est un des pionniers la trottinette électrique en libre service. Hein. C'était la première, enfin c'était l'inventeur même l'inventeur de ce modèle. Hmm. Je les ai rejoints en tant que directeur général France, toujours avec cette forte conviction qu'il y avait un vrai sujet, un vrai problème de mobilité urbaine, un vrai problème de dernier kilomètre. En fait, les grands axes, le déplacement d'un point A à un point B, avec les lignes de métro, les lignes de bus, etc., étaient bien servis. Mais
de se rendre de son point de départ à sa destination finale, c'est-à-dire vraiment à la part de sa destination finale, il y avait un trou dans la raquette et je trouvais que ces solutions de libre service étaient intéressantes pour combler ce besoin, ce manque. Donc j'ai fait ça pendant un peu moins de 2 ans. On avait une flotte assez importante hein, avec plusieurs villes en France. Je pense qu'au pic de notre activité en France, on avait 40 000, 50 000 véhicules. Donc c'était quand même un business assez important. Euh, il est de plus en plus régulé. Hmm. Euh, et c'est à ce moment-là, hein, donc à l'issue de ces 2 ans, que je me suis dit qu'il y avait deux choses en fait qui se dessinaient très clairement dans le paysage urbain. La première, c'est qu'on était en fait, il y a eu le Covid aussi qui est passé par là, puis il y a eu les Hmm. grèves de transport. C'était qu'on était en train de passer dans un monde où en fait la voiture était de moins en moins bienvenue dans les centres urbains, et qu'on investissait de plus en plus dans les infrastructures. Donc, tu as eu une explosion, hein, tu as dû le voir, hein, tu as dû le constater, des pistes Hmm. cyclables Corona pistes pendant le Covid, qui ensuite ont été pérennisées. Tu as eu énormément de subventions pour justement accélérer l'adoption du vélo. Et le deuxième élément, c'est donc ça couplé à l'essor du vélo électrique, mais surtout à l'essor d'un segment dans le monde du vélo électrique, qui est le Hmm. segment, ce que j'appelle le segment commuter. Le commuter bike, c'est le vélo purement urbain, en fait, qui sert un seul objectif, qui est le déplacement urbain. Donc pardon, tu me dis sur le T'inquiète pas. temps. Ah. Ah, non. Et Je fais la petite vidéo, c'est- je fais la petite vidéo pour les stories, Insta et tout ah, ok, ça, histoire de montrer qu'il se passe un truc. T'inquiète pas. Désolé de t'avoir génial. déconcentré, pardon. Pardon. Non, non, attends. De toute manière, tu pourras couper au montage, etc. On Donc, tu coupe pourras pas, c'est pas mettre à grave. une post-prod. Non, non, on coupe pas. Ok. C'est moi qui fais la post-prod, donc si tu veux, je m'embête pas trop. Ok. Et du coup, donc, ouais, le deuxième élément, en fait, pour compléter ma réponse, et après, Mhm. j'arrête de parler parce que c'est une longue réponse pour répondre à ta Non, non, question. mais t'inquiète, il n'y a pas Euh, de trop longue réponse. c'est que j'ai une conviction, on a une conviction très forte avec mes associés, c'est qu'en fait, le vélo électrique, ou le vélo tout court, ça va devenir de plus en plus statutaire. Ça l'était beaucoup, mais pour des catégories d'usagers qui étaient spécialistes, experts, passionnés, etc. Mais comme aujourd'hui, on assiste à un agrandissement de l'audience de personnes qui font du vélo, euh, il se dessine en tout cas un peu les mêmes dynamiques que dans l'industrie auto, où en fait la voiture pendant très longtemps c'était statutaire. Mhm. Maintenant que le vélo électrique, en tout cas dans les villes, remplace la voiture, il va être de plus en plus statutaire. Et je trouvais qu'il y avait un manque sur le vélo urbain, design ultra, en fait très très urbain, très typé, très designé, très intégré. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de se lancer dans moto. Alors évidemment, ça, c'était le point de départ, c'est de se dire, on va faire un beau vélo électrique et on va créer le plus beau vélo électrique possible, le mieux adapté en tout cas à un usage urbain. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte que créer un produit, c'était pas suffisant, qu'il fallait accompagner le produit d'un service. Et en fait, c'est une industrie qui évolue de plus en plus vers le service, qui pour moi, Mhm. en fait, est drivée par l'expérience et par le service beaucoup plus que par le produit, surtout dans cette catégorie de vélo commuteur urbain connecté. En fait, on se rend compte que c'est de plus en plus une commodité, le vélo. Il y a évidemment des différences majeures dans le design, il y a des différences majeures dans l'autonomie de la batterie, etc. Mais dans ces grandes lignes, les produits sont assez semblables. Donc, mon pari, et le pari de moto, et il est en train de se confirmer, c'est que ce qui fait la différence entre deux qui proposent un vélo électrique connecté ultra edgy, avec un super design intégré, etc., c'est le service qui vient avec. Et c'est comme ça qu'on a créé Moto avec cette idée de conciergerie et de service de réparation, d'assurance, etc. Yeah. Une réponse longue, si tu veux, mais Ouais. une réponse que je trouve super intéressante à plein d'égards parce que pour être honnête, en te demandant de participer au podcast, je connaissais pas tout. Je connaissais pas non plus tout ton parcours. J'ai regardé Moto et j'ai trouvé que c'était cool et je me suis dit tiens, ça c'est pas mal. Mais quand j'écoute ton parcours, je trouve que c'est génial. Enfin, c'est génial et c'est génial aussi d'avoir des gens comme toi qui sont pas forcément issus du sérail et qui ont cette approche différente justement
qui viennent pas nécessairement de la passion, mais qui viennent plutôt j'en sais rien, de business, de contraintes opérationnelles, de logistique, enfin, de tout ça, et qui sont des sujets qui sont euh, euh, enfin, non seulement passionnants d'un point de vue mise en œuvre, tu vois, entrepreneuriat et tout ça, mais qui en plus sont nécessaires, quoi. Enfin, on monte des business justement pour pouvoir à un moment exécuter, et comment est-ce qu'on fait ça de manière opérationnelle, quoi. Donc je j'aime beaucoup cette présentation que tu nous as faite de ton parcours, et il y a plein de choses qui m'intriguent, qui m'interrogent, et il y a même des sujets dedans, on pourrait y passer longtemps. Le bike sharing, à l'époque où tu as connu, où t'as commencé dedans, c'est quand même une époque, enfin, c'est un sacré morceau, quoi. À l'époque, on avait juste le Vélib, et il y a eu cette espèce de raz-de-marée, mais je pense dans tous les sens du terme, de vélos qui nous sont venus d'entreprises asiatiques, et qui ont submergé nos villes, nos rues, avec des vélos qui étaient de plus ou moins bonne facture. Et effectivement, on a, je pense, tous constaté que le modèle euh, asiatique, chinois, ne marchait pas vraiment dans les rues de Paris, puisque on n'a pas tout à fait la même mentalité, qu'il y a eu effectivement beaucoup de dégradation, et nos amis de chez Vélib en ont également fait les frais. Mm. La problématique du vol est omniprésente en France. Et voilà, c'est un fléau évidemment. Et donc, toi, tu es arrivé là-dedans avec cette entreprise qui avait presque des fonds quasi limités jusqu'à jusqu'à un certain moment. Euh, T'as vécu le truc de l'intérieur, donc c'était peut-être difficile de prendre du recul pendant que tu y étais. Et puis j'imagine que c'était aussi extrêmement grisant, parce que t'as des boîtes comme ça qui arrivent et qui ont voilà des fonds illimités, et toi t'es là. Je sais pas quel âge t'avais à ce moment-là, justement. À l'époque, j'avais 20 27, 28, Ouais. Bon, 27, enfin, 28 ans, ouais. t'as dû être ultra excité par ce challenge, enfin, te retrouver Mm. DG Europe du Sud d'une boîte comme ça, ça doit être terriblement excitant. Donc j'imagine que ouais, prendre du recul pendant que tu y étais, c'est compliqué, mais aujourd'hui, quand tu vois ça, quand tu regardes en fait ce bike sharing, et quand on voit a posteriori hein, les milliers, voire les millions de vélos qui ont fini en des décharges parce que les boîtes ont fait faillite, ont fermé. Enfin, quel, euh, quel bilan tu tires de cette période de frénésie de vélo, et de ces boîtes qui ont submergé le marché? Alors, effectivement, il y a énormément d'enseignements et en fait, de ce qu'il faut pas faire pour réussir dans ce business. Et tous ces enseignements, en fait, m'ont permis de créer Moto aujourd'hui avec, on en parlera un peu plus, une approche qui est totalement à contre-courant de ce que faisaient ces opérateurs de Hmm. free floating dont tu parlais, hein, essentiellement des opérateurs asiatiques, chinois au départ. Moi, je pense il y a eu trois erreurs majeures qui ont été faites par ces entreprises. La première, et c'est souvent le cas dans plein de business, on l'a constaté dans énormément de choses, que ce soit dans la mobilité d'ailleurs ou dans d'autres business, c'est de considérer qu'un modèle qui marche dans un pays euh, et de le copier-coller et de le Hmm. reproduire à l'identique dans un autre pays, dans une autre région, c'est synonyme ou en tout cas ça peut être un driver de succès. Je pense que c'est une erreur majeure. Il y a des vrais sujets d'adaptation, tant sur le produit, le service, que sur l'adéquation avec les réglementations locales. Il y a une différence majeure entre la Chine et l'Europe, en tout cas à l'époque de lancement de ces services, c'est qu'en Chine, il n'y avait pas de règles de déploiement, il n'y avait pas de règles de l'occupation de l'espace public définies par les villes. En revanche, ben, quand tu arrives à Paris et que tu veux lancer des vélos dans la ville, il faut des autorisations, il faut une autorisation de la mairie, ensuite il y a des appels d'offres qui sont lancés. Donc en fait, il y a un cercle, ou en tout cas des contraintes et un cadre réglementaire ultra régulé, alors que tu n'avais pas forcément ça en Asie. Donc je pense que, dupliquer à l'identique un modèle qui
rencontrer un relatif ou un important succès dans un pays et dans un autre, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Je pense, la deuxième erreur majeure de ces entreprises, c'est une erreur de conception des produits. En fait, ils ont d'un coup eu accès à énormément de fonds, de capitaux, hein. C'est des entreprises qui étaient backées par des énormes fonds d'investissement chinois ou par des grosses entreprises type Alibaba, Tencent, etc. Et donc, ils ont eu accès à beaucoup de capital, donc il fallait très vite déployer ce capital, l'utiliser et commencer à générer du revenu. Donc, ils sont allés concevoir des vélos, designer, concevoir et faire fabriquer des vélos par des partenaires qui avaient pas du tout été testés, qui avaient pas du tout été en fait testés à petite échelle avant de déployer à grande échelle. Donc ils ont tout de suite lancé des dizaines de milliers de vélos dans leur ville et c'est très dur. Ce qu'on a appris, en tout cas ce que moi j'ai appris au travers de mes expériences dans le hardware, c'est que le cycle de hardware ils sont très longs, les cycles de développement. Hmm. Ça aussi, c'est un élément, on peut en toucher un mot après sur la conception, enfin, le design, la conception, le prototyping, le sampling et l'industrialisation. Bah, à chaque fois, c'est des étapes qu'on peut pas sauter et qui prennent du temps. Et si on se rend compte qu'il y a le moindre sujet à n'importe quelle étape, bah, on repère 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en compte. Sauf que dans le cas d'Ofo, dans le cas de toutes ces entreprises dont tu parlais à l'instant, bah, elles ont sauté les étapes. Elles ont certainement passé beaucoup moins de temps sur l'étape de recherche, de design, certainement un peu moins de temps dans l'étape de design to manufacturing, puis dans le prototyping, puis dans le quality check, etc. C'est des entreprises qui ont sauté toutes les étapes et qui ont lancé, industrialisé un produit qui n'était pas du tout prêt. Donc ça, c'est un deuxième élément, c'est de passer beaucoup plus de temps dans la conception du produit. La troisième erreur, c'est juste l'inadéquation du produit aux attentes des utilisateurs. Les gens ne voulaient pas utiliser un vélo moyen, lourd, pas du tout agile, pas du tout souvent cassé, avec des freins mécaniques, enfin juste une expérience de ride qui était vraiment nulle en fait, parce que c'était le cas. Et du coup, les gens ont utilisé le service un peu au début, et se sont rapidement détournés du service parce que ils n'étaient pas satisfaits du produit. Donc voilà, c'est un peu les trois erreurs que j'ai pu constater et que j'ai pu en fait qui m'ont servi moi à réfléchir Hmm. avec mes équipes à comment repenser le produit, repenser l'expérience d'utilisateur. Hmm. Ouais, c'est sûr que il y avait plein de trucs à dire. C'est sûr que sur la partie réglementation, est-ce que simplement il y a vraiment eu un boulot de fait à ce niveau-là? Euh, oui, parce que globalement, on se disait qu'on allait mettre des vélos dans les rues et puis que les gens allaient les utiliser. C'était le début un peu de l'ubérisation et de cette vague en gros de liberté d'entreprendre où on se disait bon bah tu crées un produit, finalement tu as une app en ligne et n'importe qui peut souscrire en 2 secondes et s'approprier le produit pour quelques minutes, quoi. Donc Ouais. effectivement, sur la partie réglementaire, il y avait peut-être aussi cet engouement où on se disait, où les boîtes se disaient, ah tiens, le modèle Uber fonctionne bien. Finalement, aucun gouvernement et aucune réglementation ne peut nous empêcher de faire du business, quoi. Mm. Ouais, c'est un très bon point parce qu'effectivement, je pense que c'est Uber qui a grandement inspiré ces boîtes-là, hein. Et qui du coup, en fait, les fonds d'investissement souvent se sont dit, bah, on a loupé Uber, faudrait qu'on retrouve le prochain Uber, et se sont rués sur ce type d'opportunité. Donc, ils ont financé 4, 5, 6 entreprises qui faisaient toutes la même chose. Résultat, il y a des dizaines de milliers, centaines de milliers de vélos qui se sont lancés avec des marques différentes. On ne sait pas trop qui est qui, quelles sont les différences entre les produits, mais il y a juste une floraison des concurrents du jour au lendemain. Sauf que la réalité, c'est que en fait, quand tu lances euh, beaucoup trop de vélos trop vite, en fait, la demande ne suit pas forcément. Euh, je fais une petite digression sur Uber. En fait, Uber, le principe même d'Uber, la manière dont Uber s'est lancé, c'est de se dire que l'offre appelle la demande. Ça, c'est le principe de base d'Uber, c'est si on a des chauffeurs, on aura des clients. Donc, tu as un cercle vertueux d'acquisition qui est en fait, on va subventionner une flotte de chauffeurs Uber, VTC
qui vont se connecter sur l'app, même s'ils ont zéro demande de course. En revanche, on va leur dire, bah, quoi qu'il arrive, si tu es connecté X heures par jour sur cette application, je te paye tant de frais quotidiens ou hebdomadaires. Ce qui fait que donc, du jour au lendemain, tu as des dizaines, des centaines de chauffeurs qui se connectent tous les jours sur la plateforme, qui n'ont pas forcément de clients. Mais petit à petit, en fait, les clients commencent à arriver. Et à chaque fois que toi, Antoine, t'ouvres ton app Uber, tu te rends compte qu'il y a un chauffeur à moins de 5 minutes et tu dis, bah, c'est super, j'ai systématiquement un chauffeur tout près de moi. Hmm. Et donc, c'est ça, en fait. Du coup, toi, tu commences Ouais. à devenir utilisateur régulier et il y a ta ce cercle vertueux d'offres qui vient booster la demande. C'était le principe du marketplace. Dans le cas des free flotteurs, c'est un peu différent parce que Uber n'est pas propriétaire des voitures, Uber n'emploie pas les chauffeurs. Donc, Hmm. si tu veux, le risque d'Uber, alors même si Uber dépense énormément d'argent en subventions, en marketing, etc., le risque est quand même limité. Dans le cas d'une entreprise comme Ofo, mais c'est aussi le cas des entreprises de trottinettes électriques, etc., elles sont propriétaires de l'offre. Donc, tu viens gonfler ton offre parce que tu dis s'il y a un vélo disponible à moins de 200 mètres de n'importe quel usager, bah, je vais encourager la demande, un peu comme le principe du beurre. Sauf que la différence, c'est que si tu n'arrives pas à encourager cette demande, bah, tu te retrouves avec des milliers de vélos sur les bras qui tournent pas, qui sont dans les rues, qui se déprécient et qui te permettent pas de générer du revenu. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ces entreprises de vélos, Hmm. c'est qu'elles ont subventionné à leurs frais la hausse de cette flotte, sauf qu'en face, il n'y avait pas suffisamment d'utilisateurs Et et il y a donc pas aussi, suffisamment de revenus. bien sûr, ouais, ouais. Mais il y a aussi quelque chose qui forcément m'a marqué, moi, en tant que passionné de vélo et professionnel du vélo, on va dire. C'est la qualité du produit. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on avait? On avait des vélos qui, qui étaient des vélos cheap. Enfin, je veux dire, prix de revient, potentiellement, c'était enfin, prix de revient, c'était entre 30 et 50 euros. Je sais pas, enfin, je suis pas industriel, mais c'est des vélos qu'on pouvait retrouver à qualité égale chez un vélociste aux alentours de, ouais, de 150 euros, ou voire même dans un supermarché, quoi. Donc, et finalement, la seule différence qu'il pouvait y avoir avec ces vélos, c'est le côté, prends ton app, scanne le QR code et déverrouille le truc. Donc, du coup, on a un vélo cheap, d'une qualité très basse, avec pour certains de la monovitesse. Donc, du coup, sur certains coins de Paris, de Lyon et de Marseille, enfin, et d'autres villes comme ça, enfin, voire même, on a tous des petites côtes par chez nous, quoi. Euh, donc déjà, il y avait ça. Et, euh, et en fait, le seul élément différenciant entre ces vélos-là et des vélos de supermarché, c'était finalement cette espèce de pseudo-connectivité qui faisait que tu pouvais utiliser le vélo. Et en fait, du coup, c'est là où ton approche avec moto voilà, et le fruit de cette expérience-là aussi, j'imagine, c'est que ces gens-là, à l'époque, s'étaient dit, on va faire un vélo le plus moins cher possible pour pouvoir en faire plein et faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde qui les utilise. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai vu débarquer ces vélos, je me suis dit, mais quelle bouse, quoi. Enfin, très rapidement, tu pouvais avoir des rayons qui étaient détendus, du coup des roues voilées, et donc des vélos quasiment inutilisables rapidement. Euh, des vélos qui rapidement étaient dans des états pas possibles, quand ils n'étaient pas tout simplement volés ou cassés ou vandalisés. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un changement à un moment donné de paradigme. C'est quand il y a eu cette marque, donc avec les vélos gris et orange, où on n'avait plus des vélos sur lesquels on pouvait potentiellement piquer les roues, la fourche, la selle, tout ça, mais où on avait un système qui était propriétaire, donc des roues à bâton, des freins, je ne sais plus si c'était à tambour ou à disque, mais en gros, on pouvait d'une part rien casser sur le vélo et on pouvait rien voler pour le mettre sur son propre vélo. Ni même la chaîne, je crois, puisque c'était des trucs à cardan, quoi. Donc, euh, du coup, ce que ça donnait, c'est que, en fait, le vélo, il était bulletproof, il n'était pas cassable, il n'était pas volable,
Et en fait, finalement, là, entre guillemets, le meilleur truc à faire qu'il aurait fallu faire depuis le début, c'était de faire des vélos conçus pour ne pas pouvoir être cassés, dégradés et volés. Et il a fallu du temps quand même. Ouais. Ouais, il a fallu du temps, il a fallu de l'argent aussi, parce qu'il y a beaucoup Hmm. de boîtes qui se sont essoufflées avec des vélos qui marchaient pas, qui cassaient tout le temps et qui du coup sont asséchés ou ruinés, qui n'ont pas pu justement faire cette transition. Et ça a permis de, si tu veux, tu as eu un peu trois phases. Tu as eu la phase des vélos vraiment, enfin les vélos bas de gamme, qui étaient vraiment des vélos de 150 euros de supermarché, comme tu disais, qui ont été lancés. Ensuite, tu as eu la phase 2 où on s'est dit, bon, en fait, le vélo, il casse toutes les 2 semaines. On va quand même essayer de faire un truc un peu plus solide avec un cardan, avec des freins à tambour, avec des bâtons plutôt que des rayons, etc. Et tu as eu la phase 3 qui est l'arrivée de l'électrique. Hmm. Ça a été l'arrivée des vélos Jump à l'époque, qui s'appelaient Oui. Jump, c'était les vélos Uber. Ensuite, il y a Ouais. eu Lime, une espèce de fusion. Et ensuite, il y a eu tous les opérateurs de vélos électriques, trottinettes électriques qui ont lancé leur service de vélo électrique. Alors ça, il s'est passé un truc intéressant, c'est que contrairement à ces vélos mécaniques dont tu parlais tout à l'heure, à l'instant, qui étaient pas de bonne qualité, etc., on arrive sur des vélos qui étaient quand même largement de meilleure qualité. Il y a Hmm. beaucoup plus de temps et d'investissement qui a été mis dans cette phase de conception dont je te parlais Ouais. à l'instant, Hmm. et qui est essentielle en fait. C'est cette phase de recherche, de conception et de design. Alors les vélos sont loin d'être parfaits, et étaient loin d'être parfaits au lancement. Ils sont largement meilleurs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a des vrais constructeurs dont la spécialité, l'expertise, c'est des vélos électriques de sharing. D'ailleurs, ils achètent tous les vélos chez les mêmes industriels, hein. Hmm. Toutes ces marques de vélos électriques, ils achètent tous chez le même fabricant. Et donc là, ce qui a été intéressant, c'est de se dire, mais en fait, il y a des taux d'adoption ultra forts, très puissants. C'est-à-dire que les gens aiment le vélo électrique. Il y a, tu vois, un taux d'usage quotidien des vélos qui est élevé. Et ça répond à un vrai besoin de déplacement urbain. Parce qu'un vélo électrique, ça permet d'aller loin, vite, et de pas transpirer, et de pas s'essouffler sur un vélo mécanique. Hmm. Donc là, on s'est dit, OK, il y a un truc autour du vélo électrique. Euh, et, et, euh, et le free floating, en fait, permet de répondre. Alors, moi, je viens de ce monde du free floating, du sharing, donc je vais pas Hmm. cracher dans la soupe, hein. Je pense il y a un vrai besoin, ça comble, enfin, ça répond à un vrai besoin. Et ça permet, en tout cas, de répondre à une catégorie de déplacements. Moi, je pense néanmoins que ça peut pas couvrir 100% des déplacements quotidiens. Ça peut pas être le moyen de transport principal en espace urbain parce que, un, il y a un sujet de disponibilité, de fiabilité. Je sais pas si tu es usager de Vélib ou de ces Non, boîtes non, pas vélo Vélib, en mais libre service. je vois le problème. Ouais. Une fois sur trois, tu arrives sur un vélo, il n'y a pas de selle, il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de... Enfin, c'est très frustrant comme expérience, hein. Hmm. De te réveiller le matin, d'aller au boulot parce que tu as rendez-vous et d'être pressé et d'essayer quatre vélos avant de pouvoir trouver le bon vélo, ça peut être très très frustrant comme expérience. Ça peut te faire abandonner Ouais. l'usage de ces vélos. Le deuxième élément, c'est le prix. Parce que ça coûte cher quand même d'utiliser un vélo électrique en libre service, hein. Une course en moyenne, c'est 5 euros sur un Lime ou un Dot. Et le troisième élément, c'est que ben, les vélos, ils sont quand même très gros, ils sont très lourds, ils sont pas très maniables, l'assistance marche pas super bien, etc. Et puis ils sont moches aussi, les vélos. Tu n'as pas forcément envie de rouler sur ces vélos-là. Et donc, moi, je pense que ce type d'usage, il est très opportuniste, hein. En moyenne, les gens vont l'utiliser plutôt une fois, deux fois par semaine. Et le reste du temps, ils ont besoin d'un mode de transport et de déplacement fiable, qui marche 100% du temps, et qui leur plaît, et qui est agréable, et qui est confortable, et qui est performant, et qui est beau, qui est design, hein, parce que les gens sont aussi sensibles à l'attractivité du produit. Et c'est là tout l'enjeu moto. Excellent, excellent. Non, mais très très bien. Et alors, tu m'as parlé de cette expérience ouais, de bike sharing, donc avec ces entreprises voilà chinoises et qui est arrivé du coup enfin qui nous a amené à des vélos qui donc comme tu dis étaient enfin, électriques, plus qualitatifs, plus voilà, plus, enfin, plus disponibles. Euh,
et donc qui a conduit à ce que tu fais aujourd'hui avec Moto. Si on revient un peu quand même sur cette époque Bird, que je trouve intéressant aussi, puisque comme tu dis, Bird, pionnier de la trottinette électrique en libre service, avec la fameuse trottinette Xiaomi, si je ne dis pas de bêtises. Ça devait être ça aussi quand même un truc fou, et un truc fou et dans tous les sens du terme, parce que je me rappelle avoir vu des tutos où on te dit bah, achète cette carte mère, tu piques une trottinette Bird et puis en fait tu mets la carte mère et comme ça tu as ta trottinette Bird gratos quoi. Ouais, T'as dû en voir des trucs quand même assez débiles quoi. ouais, effectivement. Alors moi, je suis arrivé juste après justement cette phase il y a eu énormément de vols sur des trottinettes qui étaient des trottinettes en fait achetées chez un fabricant Xiaomi, comme tu Hmm. disais, qui sont disponibles, que tu peux trouver sur Alibaba.com, que tu peux acheter à 300 euros. Moi, je suis arrivé dans la phase 2 où en fait ils avaient déjà commencé à designer leurs propres produits. D'accord. Où on était déjà sur des trottinettes beaucoup plus robustes, qui duraient plus dans le temps, etc. Et néanmoins, j'ai suivi ce qui s'est passé avant. Euh, alors, moi, je vois deux explications à ça. La première, c'est cette contrainte dont je te parlais de croître et en fait, t'as levé du capital, il faut le déployer. Et donc, il faut acheter des véhicules. Et en fait, le seul véhicule disponible sur le marché, parce que les seules personnes qui faisaient des trottinettes électriques à l'époque, c'était Xiaomi à échelle. Ouais. Donc, ils sont tous rués chez Xiaomi pour acheter c'était Segway ou Xiaomi, je sais plus, pour acheter leur trottinette. Donc, ça, c'est la première explication. Et la deuxième, c'est bah, tout simplement le taux d'adoption. En fait, tu mets 1000, 2000 trottinettes dans Paris, tu te rends compte que le taux d'usage est énorme. Tu dis, bah, je vais en racheter 2000, 3000, 4000 de plus, parce que de toute manière, la demande est là. Et en fait, c'est l'effet boule de neige, parce que tu te retrouves avec en fait des soucis, une montagne de problèmes mécaniques, de vol, de vandalisme, de problèmes d'incivilité dans l'usage, etc. Ça, c'était pas ça, c'était le Far West, Hmm. les trottinettes au départ. Moi, je suis arrivé plutôt dans la phase 2 où là, ça commence à se stabiliser. Moi, je suis arrivé dans la phase où la mairie de Paris avait décidé de lancer un appel d'offres pour réduire le nombre d'opérateurs, pour réduire le nombre de trottinettes et surtout pour réglementer, réguler le service et mettre des normes de sécurité, etc. Moi, je Hmm. suis arrivé dans ce moment-là où il fallait justement mettre tout au carré pour présenter un dossier. C'est ce Euh, qui s'était et passé également à San Francisco, n'est-ce pas? exactement, il s'est passé Ouais. la même chose à San Francisco. Ouais. Ouais. Il y avait eu un Donc, appel d'offres. En fait, maintenant, toutes les villes fonctionnent en appel d'offres. ok. 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 Mm. Ouais, donc et donc vous aviez passé le cut de l'appel d'offres? Non, Bird n'avait pas passé le cut. Alors je pense qu'il y avait peut-être une trentaine de dossiers de Hmm. candidature. Il y a eu trois dossiers qui ont été retenus. Un dossier, enfin l'entreprise Dot, qui, Ouais, qui est un concurrent hollandais, euh, TIR, qui sont allemands, et Lime, qui sont les concurrents américains de Bird. d'accord. Ok. Attends, tu dis qu'il y avait quand même trente boîtes, mais du coup, ces 30 boîtes, elles étaient opératrices de services déjà, enfin, en France et dans la mairie de Paris, c'est-à-dire que potentiellement, enfin, pas potentiellement, mais il y avait 30 boîtes avec des milliers de trottinettes par boîte et qui se partageaient le territoire. C'est incroyable, quoi. Il y avait combien de véhicules, comme tu dis, à cette époque? Écoute, au pic, je pense qu'au pic de l'ère trottinette en libre service Far West, je pense qu'il devait y avoir, dans Paris, il devait y avoir peut-être 40 000, 50 000 trottinettes, au moins. Euh, il n'y avait pas 30 opérateurs. Il y en avait peut-être, je sais pas, 6, 7, 8, je n'ai pas le chiffre exact. En revanche, tu as plein de gens qui sont portés candidats, qui faisaient pas du tout de la trottinette. D'accord. Des gens qui faisaient du scooter, des gens qui faisaient du vélo, qui sont portés candidats sur la. Ok, génial. Fast forward, quel regard tu portes sur justement l'interdiction des trottinettes en libre service à Paris? Moi, je pense que
je pense que c'est pas une bonne chose d'interdire ce type de service parce que ces services répondaient à un besoin et il y avait alors ensuite le degré euh, d'utilité, chacun peut en juger. Évidemment, je considère que les trottinettes, ça reste utilisé par un segment infime ou minime de la population. On voit dans les chiffres, pour des raisons de prix, pour des raisons de disponibilité, Hmm. etc. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je pense que effectivement, il y avait un sujet d'occupation de l'espace public, de Hmm. stationnement sur les trottoirs, de stationnement dans la rue, etc. Donc qui n'avait pas été totalement réglé par les Hmm. opérateurs, mais qui était en phase d'être réglé. En revanche, le sujet qui me chagrine un peu plus, c'est de se dire que, en fait, on fait la guerre à ce type de mobilité euh, douce, hein, qui sont des mobilités électriques, etc. Alors, évidemment, qui ont leurs limites, et je pense qu'il faut les adresser, mais on fait en revanche beaucoup moins la guerre à des sujets enfin, à la voiture, par exemple, en ville, qui prend énormément de place. Il y a des vrais sujets de stationnement, il y a des vrais sujets d'accidentologie, il y a des vrais sujets de pollution liés à la voiture, qui sont, selon moi, beaucoup moins adressés. Hmm. Euh, et, et, euh, et je dirais que la trottinette, c'est quasi anecdotique face au problème de la voiture. Alors, je suis Ouais. pas anti-voiture. Hmm. Moi, je pense que la voiture remplit plein de besoins, notamment en zone périurbaine, etc. Enfin, j'ai pas du tout, j'ai rien contre la voiture, mais je considère que aujourd'hui, la manière dont les villes se sont développées sur les 20, 30, 40 dernières années autour de la voiture, autour de l'automobilisme, bah, ça a créé un vrai problème de qualité de vie et de d'appropriation de l'espace public pour la plupart des gens, chose que des entreprises comme les entreprises de trottinettes électriques, de vélos électriques sont beaucoup moins, enfin, essayent d'adresser et en tout cas sont plus une solution qu'un problème. Hmm. Donc, moi, je suis pas pour l'interdiction de trottinettes, je suis pour une plus forte réglementation avec des sujets de stationnement, avec des sujets de port de casque, des sujets de traiter l'incivilité, etc. Mais je pense que l'interdiction, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Hmm. Est-ce que, alors on parle trottinette, hein, désolé pour vous qui nous écoutez et vous vouliez parler 100% vélo, on parle trottinette, mais c'est quand même des sujets liés à la mobilité et c'est du deux roues. Euh, est-ce que c'est une spécificité française? Parce que sans French bashing, mais on est mal éduqué, on respecte rien, on a tendance à dégrader le matériel. Est-ce que c'est français ou est-ce que c'est un peu partout? Est-ce que toi, de ton expérience, tu avais pu voir que dans d'autres pays, Espagne, Italie, Portugal, pays du Sud, comme on dit, est-ce que c'est aussi un sujet? Alors, on avait accès aux chiffres enfin, tous les chiffres de tous les pays dans lesquels opérait Bird. Et Bird était présent à peu près partout en Europe, Europe du Nord, Europe de l'Est, Europe du Sud. Et donc, on pouvait voir les chiffres en temps réel, notamment les chiffres de vol, de vandalisme ouais, de vol et de vandalisme. Et effectivement, il y a un pattern qui se dessine où l'Europe du Sud, y compris la France, a des taux d'incivilité, des taux de vandalisme et des taux de vol qui sont plus élevés. On avait des classements de villes avec les villes où il y avait des taux de vol les plus élevés. Paris était systématiquement première. De Hmm. semaine en semaine, on regardait les classements. Paris, c'était toujours le premier et de loin. Et ensuite, tu avais des villes comme, bon, tu avais Marseille aussi, tu avais Madrid, Barcelone, ce genre de villes où il y avait aussi plus de vols, plus de vandalisme. Je sais pas si c'est une spécificité, mais en tout cas, c'est un pattern qu'on a Ok, constaté. ok. Bon. Ouais, effectivement, pas de quoi être méga fier là-dessus, mais bon, chacun va faire son boulot à son niveau. Gros sujet, effectivement, vol, incivilité, que ce soit sur les trottinettes et le vélo. Effectivement, je pense que c'est le bon moment de passer au plat de résistance au sujet de moto et à comment est-ce que tu as conçu le ou les vélos moto autour de ces contraintes-là parce que si je comprends bien, l'expérience moto, en fait, finalement, c'est tu prends ton vélo, enfin, en gros, il est léger, il est fiable, il est beau, il est électrique, il est sans entretien, il a une assurance,
enfin, tu essayes de rendre l'expérience vélo un peu, enfin, d'une part seamless et puis comment on pourrait dire, enfin, voilà, un no-brainer, quoi, pour reprendre des Mm. anglicismes. Ouais. C'était quoi ta vision Ouais, quand tu as voulu créer le produit? en fait, la vision, elle partait d'un constat de marché, qui est de dire aujourd'hui, alors il y a une évidence, c'est le vélo électrique en ville, on en a parlé, je vais pas me répéter, qui prend de plus en plus de place. Mais aujourd'hui, il y a deux façons d'y accéder à ce vélo électrique. Soit on l'achète, soit on le prend dans la rue en sharing. Euh, et souvent, en fait, on devait faire des compromis des deux côtés. Quand tu l'achètes, il y a un compromis sur la flexibilité, la tranquillité d'esprit, entre guillemets, évidemment le prix, parce que ça coûte cher un vélo électrique. Et face à ça, tu avais le sharing et tu devais faire des compromis sur ben, la fiabilité, la qualité du produit. Et en fait, moi, je me suis dit très vite, mais il y a certainement un moyen de concilier les deux, de concilier la partie Hmm. flexibilité financière et la partie qualité du produit. Et c'est comme ça que on a eu cette idée avec mes associés de créer un système de souscription euh, qui en fait est une offre clé en main d'abonnement du vélo électrique. L'idée, c'est de donner un accès illimité à un vélo de qualité, performant et design pour au plus grand nombre, et de joindre à ça toute une batterie de services, de réparation, de maintenance, de logistique, de remplacement du vélo, et ajouter l'assurance. Et en fait, on a regardé toutes les barrières à l'accès au vélo électrique. On a Hmm. vu que c'était un, le prix, deux, la peur du vol, trois, la peur enfin, l'angoisse de la maintenance, et quatre, la méconnaissance du produit. On s'est dit, on va faire tomber toutes ces barrières une par une, et on va créer un système totalement seamless et totalement accessible. Comme ça qu'on a eu l'idée de moto. Ok. Si on les prend un par un, donc le sujet du prix, bon, il s'adresse relativement, entre guillemets, facilement. Le modèle de l'abonnement est un modèle qui, on va dire, se développe pas de plus en plus, mais c'est un modèle vertueux qui, en fait, est cool pour tout le monde puisque c'est beaucoup plus indolore. T'as pas à sortir de cash. Bon, ok, certes, t'en sors tous les mois, mais finalement, ça va. Euh, donc, le sujet du prix, ok. Le sujet du vol. Enfin, est-ce que tu veux compléter sur le sujet du prix peut-être? Parce que, tu vois, je... Ouais, je pense qu'il y a sans trop passer de temps là-dessus, mais le prix, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, tu as ce coût upfront d'achat Hmm. d'un vélo d'une catégorie qui semble à la nôtre, tu es entre 2500 et 3000 euros. En gros, si tu vas acheter un vélo chez Cowboy, chez VanMoof, tu es entre 2500 et 3000 euros. Euh, Sauf que, en fait, ces 2500, 3000 euros, c'est comme une voiture. En fait, ça se déprécie, hein, un vélo. Donc, c'est pas un investissement dont la valeur reste stable ou dont la valeur augmente. Donc, conceptuellement, en tout cas sur un plan purement financier, ça fait pas de sens d'acheter ton produit. Et si tu fais le calcul, si tu compares, ces gens font ça souvent, ils se disent, bah, si je prends un abonnement chez Moto sur 24 mois versus si j'achète mon vélo, je m'y retrouve pas, etc. En fait, les gens ne prennent pas en compte tous les frais cachés que tu peux avoir liés à l'achat d'un vélo. Donc déjà, tu as le prix d'acquisition du vélo qui est important. Tu as les frais de maintenance qui peuvent atteindre jusqu'à 15% du prix d'achat du vélo chaque année. Ça peut vite chiffrer. Tu as les prix d'assurance aussi qui sont importants. Et évidemment, tu as le risque du vol. Si tu as un vol, des franchises, etc. Donc finalement, nous, on a fait le calcul chez Moto. On s'est rendu compte qu'en ajoutant tous ces prix cachés, entre guillemets, en fait, ça devient financièrement plus intéressant d'acheter ton vélo que de t'abonner chez Moto au bout de 36 mois. Sauf que la durée d'amortissement d'un vélo, elle est entre 36 et 42 mois, plus ou moins, ou 36 et 48 mois. Donc en fait, quand tu fais un calcul purement Hmm. financier, et les gens ne le font pas de rationalité financière, ça sera toujours plus intéressant de t'abonner ou de louer plutôt que d'acheter. Ok, Et voilà, c'est sur le prix, c'est d'accord. Donc, sujet prix, ok, check. Sujet vol, vaste sujet. Le sujet vol, alors j'ai pas le rapport sous les yeux, mais il y a un rapport qui est sorti, publié dans Bike Echo, nos amis de Bike Echo qu'on salue d'ailleurs, qui fait état
des motivations d'achat et des pourquoi est-ce que les gens achètent ou ne rachètent pas des vélos. Et c'est vrai que le vol est quand même le truc qui fait que quand on se fait voler un vélo, quel que soit le prix d'ailleurs, en fait, on est un tout petit peu refroidi. C'est peu de le dire. Pour racheter un vélo d'un même prix, voire prix supérieur, c'est rarement ce qui arrive. Et donc, du coup, Mhm. plus on va se faire voler de vélo et moins on va mettre de l'argent dans le vélo suivant. Bon, il y a des chiffres qui ont été publiés. Je mettrai tout ça dans les liens de l'épisode, dans les descriptions de l'épisode. Mais du coup, c'est un vrai fléau, quoi. Et après, alors le marquage vélo, c'est une option. Mais très clairement, ça empêchera pas de se faire voler un vélo. Ça permettra simplement de le retrouver plus facilement s'il est retrouvé, si toutefois c'est un jour c'est possible. Euh, donc toi, le sujet du vol aujourd'hui, alors j'imagine qu'il y a des trucs dont tu veux pas nous parler parce que voilà, ça a trait à la sécurité et tout ça, mais comment est-ce que on adresse ce sujet du vol quand on crée une marque de vélo comme la tienne? Ouais, c'est un vaste sujet et je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui ont trouvé la parade, en tout cas le, l'action imparable contre le vol, elle n'existe pas. Hmm. En revanche, il y a un certain nombre de steps, d'étapes à suivre qui permettent de mitiger ou de limiter l'impact du vol. Alors nous, on le voit dans nos chiffres aujourd'hui, on a très peu de vols. C'est marginal. Le vol de vélo-moto, il est marginal. Alors, on a toujours du vol. Le vol Hmm. ne disparaît jamais. Tu as toujours du vol d'opportunisme, mais je dirais qu'on a réussi à résoudre à 90% le problème du vol, ou peut-être à 85%, je sais pas. Donc la manière dont on adresse le sujet, c'est d'abord via des actions préventives. C'est-à-dire, en fait, un vélo, quand un voleur qui arrive et qu'il a l'intention de voler un vélo, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive sur un parking vélo, il va scanner tous les vélos et toutes les attaches, tous les locks, en fait, tous les cadenas, les U, etc. Et il va regarder ce qui est le plus facile à voler. Typiquement, si tu as un cordon en plastique comme tu en as souvent, tu sais, les cordons que tu achètes à 20 euros, je sais pas où d'ailleurs, mais que tu peux couper avec une pince ou quasiment avec un ciseau, bah, évidemment, ça c'est le vélo le plus facile à voler. Et si j'ai 30 secondes ou 2 minutes pour voler un vélo sans me faire remarquer, je vais aller sur ce vélo-là. Ensuite, si tu as un vélo un peu plus complexe avec un U et qu'il faut prendre une disqueuse, bah, la probabilité de se faire voler est beaucoup plus faible. Donc ça, c'est le premier point, c'est d'avoir le bon cadenas ou le bon U ou le bon lock. Donc nous, on fournit avec tous nos vélos un lock gratuitement à nos utilisateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, toujours sur la prévention, c'est un petit peu d'éducation d'usage ou d'utilisateur. C'est de se dire que, le vélo, il faut l'attacher. Et ça, c'est pas toujours évident. On a eu plein de cas d'abonnés qui n'attachaient pas leur vélo et du coup, ils s'étonnaient de le voir être volé. Et deux, il faut l'attacher à un point fixe et un point fixe qui est suffisamment alors ça, il y a des statistiques qui disent le contraire, mais qui est suffisamment exposé au public. C'est-à-dire que si tu as un vélo Hmm. qui est attaché à un point fixe et qu'il y a du passage, il y a moins de chances de se le faire voler que si c'est dans une ruelle. Mais enfin, il y a des gens qui disent aussi, ouais, mais si c'est dans une ruelle, il va se faire moins remarquer. Bref, ça c'est débattable. Enfin, on peut en discuter, mais en tout cas, mon expérience à moi, c'est qu'il y a beaucoup plus de vols dans les ruelles ou dans les espaces moins fréquentés. Ensuite, donc ça, c'est sur le préventif. Alors sur le préventif aussi, alors nous, il y a un point qui est important, c'est que tous nos vélos sont traqués, il y a une puce GPS dans les vélos. Et donc on est capable de réagir très vite au moment d'un vol. On est capable de déployer une équipe pour aller récupérer le vélo ou quasiment ou carrément d'appeler la police et d'aller récupérer le vélo parce qu'on a un tracking et souvent tu as 24-48 heures pour retrouver le vélo, sinon il quitte le pays. Et donc ça c'est sur le préventif, plus sur l'aspect réactif, entre guillemets, si le vélo a été volé. C'est d'avoir des process en place ultra efficients pour aller à la recherche du vélo et le récupérer. Donc ça, c'est Donc ce tu as qu'on a des mis en bike place, nous, hunters, d'un par point de exemple? vue opérationnel. J'ai des bike hunters, ouais. Ouais, très bien. J'ai des bike hunters que je sollicite dès qu'il y a un vol, ils réagissent dans la journée et deux fois. Je crois que la stat, on l'a regardé d'ailleurs ce matin, on a 72% de taux de récupération des vélos. Donc sur 10 vélos volés, on en récupère 7. Alors les C'est bike énorme. hunters, C'est euh, efficace.
Ouais, pour ceux qui connaissent pas ou qui connaîtraient pas le terme, c'est ces gens qui vont récupérer les vélos dans des endroits où vous n'avez pas vraiment envie d'aller. Et donc qui sont équipés enfin voilà d'un device enfin voilà qui localise le vélo et qui globalement vont le rechercher où qu'il soit. T'as un peu des histoires à nous raconter J'ai, alors ouais, j'ai quelques histoires assez drôles. En fait, il y a deux types de vols de vélo. Tu vas avoir le vol, ce qu'on appelle le vol opportuniste, c'est quelqu'un qui est pas du tout organisé, qui va avoir un vélo, qui va avoir l'opportunité de le voler, qui va essayer de le revendre souvent soit sur le Bon Coin ou nous on a racheté certains de nos vélos par de la Chapelle aussi et qu'ils revendent pour 100, 150 euros, qui a pas évidemment pas d'idée de pricing derrière. Et tu as des vols plus organisés, où là, c'est des réseaux de vols qui se mettent en place et qui ont en fait industrialisé le process de vol du vélo et qui ont des reventes, des circuits de revente du vélo en France ou à l'étranger. Donc j'ai quelques histoires marrantes. Alors j'ai une histoire marrante avec des vols d'opportunisme où une fois j'ai garé mon vélo devant une boulangerie, je l'avais pas attaché, erreur de ma part. J'achète mon croissant, je ressors, le vélo était parti, quelqu'un roulait dessus. Donc j'ai couru derrière dans la rue à Paris, je l'ai récupéré quelques mètres plus loin. Ça, c'est un vol d'opportunisme. Et vol de raison. En fait, on a, comme nos vélos sont traqués, on est capable de voir où sont nos vélos en temps réel. Donc, on s'est fait voler certains vélos qui ont quitté le territoire français. Donc, j'ai des vélos au Maroc, par exemple. J'ai des vélos en Algérie. On a un vélo qui est arrivé en Russie. Donc là, il y a un vélo en Russie, par exemple. Donc voilà, on a des vélos un peu partout dans le monde. On a lancé Moto sans le vouloir dans une dizaine de pays dans le monde. t'as des ambassadeurs, c'est top. J'ai des ambassadeurs, exactement. Et je sais pas, en une minute, des histoires de récupération de vélos, justement, là, des vélos que vous êtes allés récupérer et dans des situations Le tout premier vélo, techniques. ouais. Le tout premier vélo qu'on s'est fait voler, je m'en souviens très bien, c'était au lancement de Moto, donc c'était en mai de l'année dernière. J'y suis allé récupérer personnellement. Donc j'ai pris un city scoot avec notre designer et on allait, c'était dans le 19e à Paris de mémoire. Et c'était dans une cave d'immeuble. Et en fait, donc on traquait le vélo avec notre app, hein, parce qu'on est capable de géolocaliser le vélo. Et donc, on traquait le vélo, on rentre dans plusieurs immeubles, on va dans des parcs, etc. On arrive finalement à localiser le point de signalement du GPS. On descend au sous-sol de l'immeuble, on pousse une porte, on rentre dans une cave qui devait faire, je sais pas moi, 500, 600 mètres carrés, qui était remplie de vélos, volés, évidemment. Et donc, c'était des vélos des moustaches, des vélos en libre service, des Van Move, des cobayes, etc. Il y avait, je sais pas, il devait y avoir 400 vélos entassés dans cette cave. Et on a repéré notre. Alors, évidemment, on a récupéré notre vélo, on est ressorti, on est allé à la police, on a signalé le lieu. Mais moi, enfin, j'imagine qu'il y a des dizaines et des dizaines d'endroits comme ça dans Paris où les gens stockent les vélos et tous les jours, tu as des camions qui viennent, qui récupèrent les vélos, qui vont les dispatcher, les revendre, etc. Waouh. Ok. Bon, on fera un épisode avec. Alors, je sais pas si ce sera André de chez Abu, avec qui j'interagis de temps en temps, mais il faudra faire un épisode sur la sécurisation des vélos et tout ça parce que c'est un sujet qui est passionnant. Et puis, au-delà d'être passionnant, enfin non, pas passionnant en fait, il est chiant à mourir, mais il est nécessaire. Il faudra qu'on parle de ça et qu'on rentre un petit peu plus dans le détail parce que bah oui, c'est ce qui. Si on pouvait tous se dire, ouais, on a un super vélo, génial, je me fais super plaisir, je mets je sais pas combien beaucoup trop d'argent dans un vélo, mais au moins je me fais plaisir et j'ai zéro crainte de me le faire voler. Et ben c'est vrai que ça changerait quand même beaucoup de choses. Donc ça, je pense qu'il faut en parler. Il faut une éducation aussi. Bah, il faut des gens qui adressent ce sujet de différentes manières, comme tu le fais du coup, avec bah, justement cette sécurisation, cette localisation, etc. Pour avancer un petit peu Et sur les sujets, pardon? il faut aussi plus d'infrastructures, il faut plus de parking vélo. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense Effectivement, que c'est aussi un des. ouais. Ouais. Faut plus d'infrastructures parce que effectivement, quand on voit
Bon, évidemment, c'est quand on voit nos amis danois ou hollandais, bon, enfin, ce qu'ils font, c'est absolument magnifique. Le vélo a une place qui est plus importante depuis plus longtemps, donc forcément, il faut comparer ce qui est comparable. Mais ce qui est certain, c'est quand même qu'on est encore à la ramasse en termes d'infrastructure vélo. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment avec le fameux plan vélo de 2 milliards qu'on attend tous avec impatience pour voir un petit peu ce que ça va donner concrètement. Encore une fois, les promesses, les annonces, c'est très bien, mais de voir concrètement ce qui va se passer, c'est mieux. Ouais, donc non, les infrastructures, les parkings à vélo, voilà, c'est en train de se mettre en place, mais il en manque encore beaucoup. Malheureusement, ça n'enlèvera pas le fait que il y a des gens mal intentionnés, que le bien d'autrui est convoité. Ça, bah, c'est sûr. Donc, il faut y faire attention. Et donc, comment on se prémunit de ça? Eh bien, il y a différentes solutions, notamment bah, l'antivol, le marquage vélo, et après, bah, il y a de la sécurité, on va dire active, qui est bah, mettre son vélo au bon endroit, le sécuriser, et puis voilà. Réduire les risques. On parle de réduire les risques, quelle transition exceptionnelle, sur les autres pain points que tu as adressés, notamment l'entretien et l'assurance. Il va nous rester allez, 15 minutes max avant de te libérer. Euh, ouais, parle-nous de comment tu as adressé ces sujets entretien-assurance, Ouais. s'il te Euh, plaît. Pardon. non, c'est un très bon, c'est pas un sujet sur lequel je pourrais passer des heures. En fait, euh, l'entretien, c'est un sujet qui est important parce que ça peut faire ou défaire ton produit, entre guillemets, ou ton business. Parce que si évidemment tu as un vélo qui casse beaucoup trop, bah, les gens voient l'intérêt du service, hein, parce qu'ils se rendent compte que le vélo casse régulièrement et du coup ils ont accès à un service limité de réparation. Mais le revers de la médaille, tu m'entends toujours, Moi, je Antoine? t'entends toujours très bien. Pardon, je pensais que tu avais frisé. Non, non, c'était moi, Euh, c'est mon visage qui a c'est frisé, ta je crise. suis Ouais. concentré sur un truc. Et le revers de la médaille, c'est que, en fait, ben, si t'as une fréquence de casse qui est trop élevée, ben, tu as beaucoup de réparations et du coup, tu as un business qui tourne pas. Donc, la manière de dresser ça, c'est en amont. C'est au moment de concevoir le produit, de designer le produit. Il faut que tu designes le produit le plus opérable et alors, le moins cassable possible Hmm. et le réparable, qui soit le réparable le plus facilement possible aussi. Donc, tu vois, si tu as des vélos, je prends l'exemple de VanMoof, hein, qui sont des excellents vélos électriques, design, super beaux, etc. Mais un vélo, je te challenge de prendre ton VanMoof et d'aller chez n'importe quel réparateur de vélo à Paris. Je pense que 9 sur 10 refuseront de réparer, de le toucher. Parce que Mhm. c'est ultra custom, c'est Ouais. ultra propriétaire, c'est ultra intégré, c'est ultra fermé comme système. Changer une roue, ça prend 4 heures. Donc, c'est vraiment des systèmes qui sont très complexes. Donc, nous, la manière dont on a conçu notre produit, c'est d'avoir une approche très modulaire. Hmm. Typiquement, c'est différents modules qui sont assemblés entre eux. Et si tu as un module dans lequel tu as une pièce qu'il faut changer, bah, tu sors le module, tu remplaces la pièce, tu remets le module. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et on fait en sorte que la réparation soit beaucoup plus smooth et beaucoup plus rapide. Et Donc ça, ça, c'est le premier point, excuse-moi, c'est la pour conception. préciser, mais c'est opérable par un réparateur vélo, par exemple? Totalement, Ouais. à 100%. Par exemple, nous, aujourd'hui, à Paris, on travaille avec 3 entreprises différentes de réparation vélo qui sont 3 entreprises différentes. Et on peut avoir à chaque fois de nouveaux réparateurs, de nouveaux mécaniciens qui interviennent sur nos vélos et qui sont formés en 1 heure parce que, en fait, le vélo est hyper simple à réparer. La manière dont il D'accord. a été conçu et assemblé fait qu'il est hyper simple à être réparé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est le choix des pièces, des composants. Plus c'est custom, plus c'est difficile de réparer et plus c'est facile de sourcer des composants, des spare parts, des pièces détachées. Donc, très important, nous, on a fait le choix, évidemment, parce qu'on a fait un vélo custom, de pas faire un vélo 100% custom. Ce qui est custom, ça va être un peu les pièces propriétaires du vélo, Hmm. que sont le cadre, le guidon, la fourche. En revanche,
nos roues, nos pédaliers, freins, moteurs, etc. Tout ça, tu peux l'acheter sur le marché. Ok, En fait, c'est des marques qui sont disponibles, ce qui nous permet, nous, de nous sourcer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est d'accord. dans le côté conception, design et conception du vélo. Ensuite, une fois que tu as passé, enfin, une fois que le vélo est mis en circulation, comment est-ce que tu adresses, parce que tu auras toujours des soucis, des réparations, des maintenances à faire, comment est-ce que tu adresses ce problème-là? Nous, l'approche qu'on a pris chez Moto, c'est de se dire, notre vraie différenciation versus toutes les offres de vélo, parce qu'il y a énormément de concurrence, il y a énormément de marques de vélo, etc., c'est la qualité du service et la qualité de l'expérience utilisateur. Donc, notre promesse, c'est un vélo en cas de pépin qui est réparé dans les 48 heures, et si on n'est pas capable de réparer dans les 48 heures, on fournit un vélo de remplacement. 9 fois sur 10, on répare dans les 48 heures. Donc, comment est-ce que tu fais pour tenir cette promesse, surtout quand tu as une flotte importante de vélos, comme on l'a aujourd'hui à Paris, et bientôt dans notre ville? Bah, tu comptes à la fois sur des ressources en interne. Donc, on a des mécaniciens qui sont CDI employés de moto, qui sont formés par moto et qui en fait montent en puissance et en compétence sur le vélo, qui est un peu notre base, de notre fondation de réparation. Et on complète ça avec des partenariats avec des réparateurs externes qui ont pignon sur rue. Donc, c'est des Hmm. ateliers de réparation partout dans Paris. Et on combine nos besoins en fonction pardon, on combine ces deux ressources en fonction de nos besoins. Donc, si Hmm. tu as un pic, par exemple, de demande de réparation, on va absorber en interne une partie de cette demande et on va externaliser le reste. Si tu as, par exemple, quelqu'un qui est dans le fin fond du 15e et qui a un réparateur à moins de 200 mètres de chez lui, on va l'arbitrer vers un réparateur près de chez lui. Donc voilà, Ok, c'est une combinaison de disponibilité et de complexité. compris. Efficace. Sujet assurance? Ouais, alors le sujet assurance, il est assez simple. On est assuré. Ouais. Nos vélos sont assurés. Donc, on est assuré contre le vol, évidemment, et la casse. Hmm. La casse, je dirais, accidentelle du vélo. Donc, vandalisme, accident, etc. Et l'assurance, en fait, elle est soumise à certaines conditions, évidemment. Alors, on est assuré 24 sur 24 partout dans Paris, évidemment. Donc, il y a des assurances qui assurent pas la nuit, par exemple. Nous, on est assuré 24 sur 24. C'est que le véhicule qui est assuré, pas Hmm. l'utilisateur. Le Oui. client ou l'abonné, il a sa responsabilité civile Hmm. euh, qui est indépendante de l'assurance du vélo. Bien sûr. Et le vélo, donc il est assuré, il y a une franchise en cas de vol. En fait, la manière dont ça fonctionne, c'est Antoine, tu es abonné chez Moto, tu te fais voler ton vélo, tu fais une déclaration sur l'application Moto, tu lui dis, bah mince, je me suis fait voler mon vélo. On te demande de faire une déclaration à la police de vol. Une fois que c'est fait, nous, on lance nos bike hunters. On se donne 15 jours pour récupérer le vélo. Si au Hmm. bout de 15 jours, on n'a pas récupéré le vélo, tu es redevable d'une franchise de 200 euros. Ok. Si on a retrouvé le vélo dans les 15 jours, tu ne nous dois rien, entre guillemets, Hmm. et on te donne ton vélo, on te rend ton vélo, on te donne un vélo de remplacement, peu importe. D'accord. Sur la partie euh, entretien, imaginons, j'en sais rien, je crève mon pneu, ma chambre à air, il m'arrive un truc. C'est intégré, c'est couvert, c'est quoi? Absolument tout est couvert. Ok. Il n'y a pas d'astérisque. Tu as une crevaison, tu as besoin de resserrer tes freins, tu as besoin de resserrer enfin, de rehausser ta selle, peu importe, tout est compris. Ok. Ouais, donc expérience du vélo en ville, augmenter, optimiser, seamless. Ok. C'est quoi est-ce qu'il te reste des points où tu te dis ah, ça, on a encore un peu du mal à craquer le truc. C'est quand même technique. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu butes encore un peu? Alors évidemment, il y a toujours des points d'amélioration, pardon. Euh, alors, plus par rapport au développement de l'offre, au développement de la flotte, à la croissance de la flotte, il y a un sujet financier, évidemment. Hmm. Alors, c'est un sujet qui est important. Il faut trouver des moyens intelligents et efficients de financer la flotte.
comme c'est un produit qui est relativement nouveau, qui est moins bien catégorisé entre guillemets par les banques, par les fonds, etc., c'est plus difficile de trouver du financement pour le vélo que pour dans l'automobile, par exemple. Je Donc ça, comprends. c'est un challenge, par exemple, de trouver Ok. les bons financeurs. Ça, c'est un sujet. L'autre sujet dans lequel on s'est beaucoup amélioré, mais qui a été hyper complexe sur notre première année, ça a été la supply chain, Ah oui, c'est la chaîne de délicat valeur, pour tout le parce monde aussi, que hein. la ouais, chaîne d'approvisionnement, ça a été très complexe de trouver les bons partenaires, de sécuriser les bons partenaires, d'avoir évidemment nous on était petits, donc on avait des petits volumes, donc la plupart des partenaires veulent pas travailler avec toi, hein, Hmm. c'était petit. Donc de Ouais, trouver les bonnes personnes qui allaient grandir avec nous. On a réussi à s'entourer des bonnes personnes aujourd'hui. On est hyper content de nos partenaires, mais ça a pris du temps. ouais, je Et comprends. ça nous a coûté de l'argent et ça nous a retardé dans nos lancements, ça nous a posé des problèmes au niveau de nos vélos, etc. Mais aujourd'hui, on sent qu'on est, en tout cas pour l'instant, bien accompagné. Donc ça, c'est un sujet aussi hyper complexe, la chaîne d'approvisionnement. Et ensuite, il y a des améliorations du quotidien. C'est évidemment quand t'as une flotte importante en circulation, euh, il y a toujours ce sujet de vol qu'il faut maîtriser. Alors on est en phase de maîtriser, mais on a toujours des vélos qui sont volés tous les mois. Hein. C'est un Hmm. truc qui n'a pas été totalement éradiqué. Voilà, c'est un peu les trois points Ok, les plus ok, ok. importants. Écoute, excellent. J'ai l'impression que là, on a quand même un peu de matière. Enfin, j'ai plein de sujets, comme d'hab, que j'aurais aimé pouvoir continuer à aborder avec toi, mais le timing, voilà, on surveille un petit peu la pendule et je vais devoir te libérer. Euh, mais ouais, plein de sujets que je vais garder en tête pour d'autres épisodes et puis peut-être qu'on fera une mise à jour un de ces quatre sur quelques sujets. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps, ta disponibilité et puis cet échange riche que j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, j'adore cet exercice de podcast parce que euh, j'attaque enfin, je contacte mes invités avec quelque chose en tête et je me dis, ah, tiens, ça c'est cool. Et finalement, on se retrouve avec une immensité de sujets et c'est ça qui est passionnant, pas seulement dans le podcast, mais aussi dans les rencontres. Et j'adore ce que je fais. J'adore cet exercice de faire parler les gens, de mettre en avant ce qu'ils font et voilà. Je m'éclate comme un fou. Donc merci de participer à ça. Merci à vous qui nous écoutez. Dernière question. Alors deux dernières questions. Si tu voulais écouter quelqu'un dans ce podcast, tu voudrais entendre qui? Quelqu'un dans le vélo, la mobilité, plutôt deux roues. Euh, je peux donner deux personnes? Ouais, bien sûr. Vas-y. Je mettrais, je pense que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui est l'angle réglementaire, l'angle des villes en fait, et d'avoir un peu une projection sur les plans de développement de l'infrastructure cycliste dans les villes. Bonne idée. Pourquoi pas pour Paris, Anne Hidalgo? Ça serait intéressant d'en discuter Ok. avec elle, parce qu'elle a quand même porté ce projet pendant plusieurs années. Et peut-être quelqu'un qui serait intéressant avec qui j'aimerais beaucoup échanger, c'est par exemple le fondateur d'une marque comme VanMoof que j'admire beaucoup, en tout cas Hmm. dans le produit, dans le design. Je sais qu'ils ont traversé pas mal de difficultés récemment. Essayer de comprendre quels sont ses enseignements Ouais. euh, face au succès, mais aussi face aux échecs de VanMoof sur les dernières années. Ok. Eh ben, écoute, challenge accepté pour Anne Hidalgo et le patron de Vendmouf. Si vous avez des contacts chez les uns, chez les autres, n'hésitez pas. Je vais pas jusqu'à espérer que Anne Hidalgo écoute en roue libre, mais peut-être. Soyons fous. Écoute, en tout cas, un grand merci pour ça. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on vous suit? J'ai vu que tu avais une page Welcome to the Jungle et tu recrutes. Comment ça se passe? Enfin, non, on va faire rapide. Où est-ce qu'on te suit et où est-ce qu'on peut en savoir un peu plus Ouais. sur Moto? Alors, on me suit sur LinkedIn essentiellement. Ouais. Et Moto, on a un compte
Instagram qui est moto.ride. Très bien. Voilà, on poste régulièrement du contenu, des vidéos, etc. Ok. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Tu m'enverras tous tes liens. Bien sûr, ouais, avec plaisir. Génial. Génial. Excellent, Driss. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci d'avoir été l'invité du podcast En roue libre. Merci pour avoir partagé cette expérience super intéressante et voilà. Et puis bah merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Merci Antoine. Merci beaucoup. À Je bientôt. t'en prie. À bientôt. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec un petit message sur LinkedIn, un petit SMS ou un mail. Ça m'aide énormément et ça m'encourage beaucoup. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, vous ne pourriez pas faire beaucoup mieux qu'en me laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En roue libre, je suis Antoine Taillefer et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.